Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomotrice inspirante avec du panache, a débuté dans ce métier à l'ombre des projecteurs en incarnant la voix et l'âme d'une des marionnettes les plus légendaires de l'histoire de la télé. Ensuite, elle a joué des rôles marquants dans des téléromans dont les codes d'écoute étaient gigantesques. Puis, elle est devenue une amie en entrant avec ses émissions quotidiennes dans nos maisons. Plus récemment, elle s'est découvert un talent. Et quel talent? Celui de romancière. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Christine Lamère, merci. J'ai envie de te dire là. coucou! Oui, bien oui. Allô, coucou. Coucou! Comment ça va? Ah, ça va super bien. C'est rare que je parle une entrevue avec cette question-là, mais c'est parce que comme on a eu le temps, toi et moi, de se connaître depuis tant d'années, et j'ai toujours l'impression, quand je suis en ta présence, d'être un peu en ma présence. Nous sommes nés le même jour, mais à 5 ans de différence, toi et moi. Oui. Alors, tu me dois énormément de respect. C'est ce que j'ai déjà. C'est correct, c'est correct. Inquiète-toi pas. Oui, ça va. T'es née Lise Laplante. Je savais pas ça en faisant mes petites recherches. Oui, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi à Laval une partie de mon enfance, donc, t'es chez ma vous jeunesse. Aussi, là. Je suis chez moi, oui. L'aînée d'une famille de 5 enfants? Oui. C'était comment vivre ici à Laval avec cette grosse famille-là? Au début, c'était la campagne. C'est vrai. Moi, je suis née en 53. Donc, en 54, il n'y avait pratiquement rien. Le boulevard des Laurentides existait, mais les rues avoisinantes étaient en train de se former. Ouais. Et les maisons aussi. Alors, c'était une ville en devenir. C'était derrière chez nous des champs. Fait que c'était la campagne ici, là. C'était la campagne, oui. Et ça a été une enfance tellement extraordinaire, très simple. Quelle rue, te souviens-tu? Saint-Luc, ben oui. Écoute, on allait, à l'époque, comme notre école Sainte-Cécile était à 5/8 de mille de la maison, on ne pouvait pas prendre l'autobus scolaire, Okay. donc on marchait. Aller-retour 2 fois. On allait... Ben oui, on revenait. Écoute, on faisait des marathons. Puis, ça formait le mollet. Le mollet maison, c'est là que tu as commencé à avoir le beau mollet. Tu as grandi entre un père réalisateur de télé et une maman soprano. Oui. C'était comment? Mes parents se sont rencontrés en chantant. Ah oui? Parce que papa a toujours fait de la musique. Papa a toujours été chef de chorale à l'époque dans les églises. Et à un moment donné, il était professeur, avant que la télévision arrive, en 52, il était professeur de mathématiques au Collège Brébeuf. Et un jour, il est entré à Radio-Canada comme peintre pour peinturer les murs de Radio-Canada qui allait ouvrir ses portes septembre 52. Et l'année suivante, il y est resté. Il a quitté son travail de professeur pour devenir assistant sur un plateau de télé. Oh, c'était tout un changement de carrière. C'était ça. un changement de carrière puisque c'est sûr que la plupart des gens qui ont commencé à l'époque, c'était, évidemment, tout était à faire, tout était à apprendre. C'était un métier à apprendre. Et c'était extraordinaire puisqu'on parlait à ce moment-là de télévision en direct. Et automatiquement, quand les gens entraient à Radio-Canada, comme dans le cas de papa, eh bien, c'était une diminution de salaire terrible. Maman est retournée travailler avec les enfants et tout. Ça a été une période mouvementée. As-tu été un peu la mère de tes frères et sœurs dans ta famille, étant donné que non, parce qu'on avait le bonheur d'avoir grand-maman. Donc, ça a été quand même... On vivait dans un bungalow à l'étroit. Oui, parce que c'est une grosse famille, 5 enfants. Bien, à l'époque, c'était la moyenne. Parce que sur la rue Saint-Luc, entre autres, les familles étaient nombreuses. Hein? Les Dauphinais étaient 6-7. Il y avait des familles moins nombreuses. Mais, tu sais, à l'époque, la moyenne, c'était... nous 5, c'était bien. Ça se vivait comment, à la maison? C'était, tu sais, réglé comme du papier à musique. Forcément, puisque mes parents étaient là-dedans. Oui, bien sûr. Maman, malheureusement, a perdu sa voix
à la grossesse de la deuxième, du deuxième bébé, si bien que elle a arrêté de chanter, mais la voix est revenue un peu pour chanter, mais jamais pour, en faire une carrière. Exactement. Oui, c'était dommage. Mais c'est ça, c'était... Tu sais, le lundi, c'est le lavage, le mardi, puis c'est le repassage. Bien, à l'époque, je me rappelle, tu sais, c'était pas les machines comme on a aujourd'hui. C'était le tordeur. C'est ça. C'est ça. C'était dangereux, en plus, là? Je sais pas, dans le temps, on me disait que c'était dangereux. Ben, tu avais... tu avais le moteur, tu rentrais ça, puis des fois, il y avait du monde qui passait leurs mains dans le tordeur. Là. Oui. De là, l'expression. J'ai jamais osé. Tu n'as jamais osé? Non, c'était plutôt... Je me tenais loin de... Tu étais une réservée, toi? Tu étais une enfant timide? Non seulement réservée, très timide, pas souriante, pas parlante. Quand on avait de la visite à la maison, je pouvais rentrer dans le plancher. Pourquoi, donc? Parce que j'étais très timide. C'était épouvantable. Et pourtant, tu es dans ce métier aujourd'hui. Oui, c'est bizarre. Hein? Est-ce que c'est par la danse et le piano que tu t'es extrovertie? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, je te dirais que quand j'ai décidé d'aller en musique, c'était encore des moments très solitaires, puisque tu as beau être... dans les cours avec d'autres élèves, sauf que quand tu te retrouves avec ton instrument, comme tous les instrumentistes, sauf quand tu travailles avec une formation d'orchestre, mais quand tu es seul avec ton instrument, tu redeviens isolé, dans ton... Oui, isolé dans ton coin, tu pratiques, et j'adorais ça. Sauf qu'il faut quelquefois donner des spectacles, surtout si tu étais à Vincent d'Indy en piano. J'en ai donné. Oui, j'en ai donné. Comment tu vivais ce trac-là? Épouvantable. C'était horrible. Tu sais, ils ne nous préparent pas pour... c'est bizarre, ce métier-là, hein, quand même. Parce que même si tu suis des cours... Parce que moi, j'étais en musique, mais si, par exemple, tu prends les comédiennes qui ont fait les conservatoires de théâtre et l'École nationale... Ça ne s'apprend pas, ça. Il n'y a pas un professeur qui va te dire, bon, ben voici comment on gère le... tu sais, comment exprimer l'émotion, peut-être? Non, pas ça, mais tu sais, toute la cuisine, que ce soit à la télé tu veux dire au théâtre. Autour. Tu sais, la façon d'aborder les gens. Oui. Les us et coutumes. Ça ne s'explique pas. C'est vrai, ça se vit. Ça s'apprend. Cette espèce de don de la communication que je n'avais pas du tout au départ. Je ne l'avais pas du tout. Est-ce que tu te destinais à une carrière en communication? Je me destinais comme concertiste, c'est-à-dire terminer mes études à Vincent d'Indy. Mon instrument, c'était le piano. Et par la suite, aller étudier tu sais, en Europe, puis tâcher de décrocher des bourses. Puis où est-ce que ça a viré? Ça a viré que l'histoire, c'est que papa, qui était réalisateur à Radio-Canada, qui réalisait Bobino, était désespéré parce que Paul Bayard, qui interprétait Bobinette, en fait, qui était marionnettiste, parce que le marionnettiste manipule la marionnette et dit le texte, contrairement au manipulateur qui manipule une marionnette et qu'un comédien dit le texte, comme dans ce qui se passait dans Passe-Partout, tombe malade, il reste 14 émissions à faire et il savait que moi, j'étais capable d'imiter. Capable d'imiter, mais j'avais jamais manipulé. Donc, tu avais longtemps imité Bobinette. Oui. Et là, sa roue de secours, c'est sa fille. C'est la fille, et je dis non. Et j'ai essayé. J'ai rencontré l'idole de ma jeunesse, Guy Sanche. Ben oui. Du jour au lendemain, je me retrouvais derrière le Castelet. J'enfilais Bobinette. Bon, j'avais 19 ans, puis je m'étais dit avant, ils ne me taperont pas ses fesses parce que je ne l'ai pas. C'est ça. Je vais essayer. Alors, c'est là que c'était le tournant majeur parce que aussitôt que, tu sais, j'en parle, je suis très, très émue parce que c'était là que ça a complètement changé ma carrière, tu sais, la concertiste que je voulais devenir. C'était terminé, ça. Parce tu l'as su là? Oui, parce que j'ai eu la piqûre. Il faut dire que je faisais un peu de radio, là. En 72, j'étais à CKLM, mais 73, vraiment,
c'est là que j'ai eu la piqûre. En 73, après CKLM, j'étais à CKAC. J'ai travaillé avec Jacques Proulx, Pierre Bruno, qui commençait dans la salle des nouvelles. Tu sais, Mais tes débuts vingtaine, attends, tu travailles avec Guy Sanche? Alors, du jour au lendemain, je travaille avec Guy Sanche, Jacques Proulx à la radio. Oui. Raymond Saint-Pierre est notre directeur de l'information. Ouais. Je l'ai dit, Pierre Bruno, qui commençait. C'était un petit jeune avec Jacques Morancy, qui était le doyen de la salle des nouvelles de CKAC. En 73, tout le monde le fait le don. Et c'est tout ce monde-là là, qui m'ont donné, qui m'ont inoculé là, le sérum de la communication, du showbiz. Puis de l'expression de toi, de ta personnalité. Écoute, aussi. je suis sortie de ma coquille, mon homme. Tu créerais pas ça. Donc, Lise Laplante est morte là. Et Christine Lemère est née là, c'est ça? C'est-à-dire qu'elle est née justement derrière le Castellet. Les employés de Radio-Canada ne peuvent pas engager les membres de la famille. Puis pourquoi tu avais pris la mère? La mère, parce que... C'était joli. J'étais jolie. Puis Christine? j'ai toujours détesté mon prénom. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, on va changer le prénom. Puis tu l'as choisi pourquoi, Christine? Parce que ça rimait avec la mère. 2 syllabes, 2 syllabes. C'est vrai. Marilyn Monroe, Christine Lemère. On va retenir ça comme ça. Attends, d'ailleurs, il faut que je te dise, j'ai fait une petite recherche sur le prénom Christine. Même si c'est pas ton nom de naissance, c'est quand même ton nom aujourd'hui. Sociable, ouverte et communicative, Christine sont des femmes séduisantes et charmantes, soucieuses de leur image de marque. Cela se manifestera soit extérieurement par leur apparence et leur habillement, le plus souvent original, soit par leur choix ou leur conception de l'existence. Ainsi, les verra-t-on élégantes, raffinées, accueillantes, empreintes d'une certaine distinction. Leur besoin de plaire et d'être aimé est important et se traduira le plus souvent par un esprit de conciliation, de la gentillesse, ainsi que de la serviabilité. Elles peuvent se transformer en femmes responsables, aptes à prendre et à assumer des responsabilités, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Éprises d'idéal, elles ont le souci de la qualité et sont navrées lorsqu'elles prennent conscience qu'elles ne peuvent pas être parfaites partout. Si elles prennent les choses en main et vont dans le sens de leurs responsabilités, elles auront certes des gratifications, mais également des contraintes, parfois très lourdes, en fonction de leur recherche permanente de perfection. Est-ce que c'est une bonne description de toi? Tout à fait moi. C'est exactement moi. Puis je suis contente que que tu aies lu ça parce que tu aies trouvé ça. Tiens, je te le laisse en plus. Peux-tu le mettre là? Oui, oui. Et c'est comme si Lise était disparue, la timide, et Christine a pris le dessus, elle. Ça veut dire que c'est de renaissance, dans le fond, parce que si tu n'avais pas eu... En fait, si Paul Bayard n'avait pas eu ce problème de santé-là, tu ne serais pas la Christine Lemère d'aujourd'hui. On peut dire ça. Sans doute. Sans doute. Guy Sanche, je veux que tu me parles de lui. Là, veux-tu me faire pleurer? Ben non. Parce que comme j'étais l'aîné de la famille, je n'ai jamais eu de grand frère. J'ai eu des petits frères. Donc, il était comme un grand frère. Il est devenu un grand frère. D'ailleurs, c'était le grand frère de Bobinette. De Bobinette, mais je veux dire de plusieurs générations de tout petits. C'est vrai. Alors, tu peux croire que quand je suis entrée dans cet univers, l'univers de mon enfance, c'était premièrement un coup de chance, une école extraordinaire. Guy est devenu un mentor merveilleux. Généreux. Généreux. Il avait toutes les qualités pour que je puisse apprendre sur le tas le métier. J'ai souvent entendu dire que Guy Sanche a été un homme profondément malheureux. Est-ce que tu l'as connu comme ça? Non, ça c'est faux. Guy, c'était un bon vivant. C'était un génie. Il était capable d'absorber... il y avait de l'entraînement, mais c'était un ordinateur avant même qu'on ait l'ordinateur, que l'ordinateur existe. Il prenait ses textes, il les lisait comme ça. Là. Il les scannait, presque. Il les scannait. Parfait. Et on enregistrait le petit bout qu'on devait faire, ce qui souvent c'était jusqu'à 9, 10, 12 minutes. Après ça, il effaçait, il délitait et on refaisait l'autre partie.
Mais a-t-il été, parce que je pense que ça, c'est la légende urbaine, il a été un peu beaucoup même, prisonnier de son personnage Oui, Bobino. oui, sans doute. Ça, parce qu'il a eu une belle carrière avant Bobino. Bobino, ça a été extraordinaire. Mais ensuite, on ne l'a plus vu en rien d'autre que Bobino. Guy a participé à bien des créations théâtrales. Il a participé à quelques tournages, quelques longs-métrages. Mais c'est vrai qu'il a été emprisonné, pour ainsi dire, dans ce personnage qu'il avait pendant lui-même créé. 28 ans, qu'il a lui-même créé. C'était un homme, comme je dis, génial, qui pouvait parler, qui pouvait changer de voix, qui pouvait devenir... et c'est comme ça que j'ai appris à changer ma voix. Bobinette se transformait en pompier, changeait sa voix, changeait d'accent. C'est lui qui m'a appelé à ne pas rouler mes R, mais à dire un « ge » à place du R. Gagagestine Lamague. Un peu Guillaume Lepage, tu sais. Tu te souviens du 14 juin 1985, dernière émission de Bobino? Oui. C'était comment? Très triste, parce que c'était la fin. Guy en avait fait 28, puis il aurait aimé ça se rendre à 30. Ouais, je le comprends. Et cette journée-là, ça a été horrible, puisque il n'y avait, premièrement, pas un petit comité à la direction pour nous féliciter, nous dire merci. Non, il y avait surtout un garde de sécurité qui surveillait le costume pour pas que Guy Sanche parte avec. Quel manque de classe. Alors, c'est pour ça que quelques années plus tard, quand il y a eu un coup de chapeau à Art TV, c'est-à-dire au Gémeaux, gala hors d'onde, c'est assez incroyable. Là, il y a eu comme un coup de chapeau bien des années plus tard. Donc, il est sorti avec ses affaires. Pas de merci, pas de bonsoir. Ça l'a tué. Oui, parce qu'il est mort le 27 janvier, 3 ans plus tard, à l'âge de 53 ans, des suites d'un cancer. Oui, ça, par exemple, on a dit bien des choses sur son décès, tout ça, mais Guy avait réellement un cancer. Je l'ai vu 1 mois avant sa mort. Non, excuse. Je l'ai vu l'automne. L'automne, en octobre, il est décédé en janvier, je l'ai vu en octobre. À la fin de Bobinette, puis on n'a pas beaucoup de temps, mais on va continuer après, là, tu es apparu sous les projecteurs. Tu as joué des rôles dans plusieurs grands C'est-à-dire que pendant que je faisais ça, c'est arrivé en 80, l'histoire de Marisol. C'est vrai. Oui, j'ai continué 5 ans à faire Bobinette. Tout en étant Marisol. Tout en étant Marisol. Ça a été... oui, là, ça a été un autre choc, hein? D'être connu, reconnu dans la rue et tout, parce que moi, ça faisait plusieurs années que je bossais sans être connue. On connaissait Christine Lamère, mais le visage, pour bien des gens, c'était pas encore un visage connu. Ce bloc-là s'appelle « Avec ou sans pulpe », 5 sujets que je demande à mes différents invités dont ils voudraient parler. Le premier de tes sujets que tu m'as suggéré, c'est les aînés. Oui, parce que je me suis beaucoup occupée de papa. Papa est décédé en septembre dernier, donc septembre 2013. Tu étais une proche aidante. Ah, très. Oui. Et tout ce que j'ai pu faire pour papa, mon Dieu, que je regrette pas. On se promenait dans les hôpitaux, puis on riait. Papa était presque dans les derniers moments avant qu'il entre en soins palliatifs. De quoi est-il mort? Qu'est-ce qu'il avait? De vieillesse. L'usure. Tu sais, l'usure, le corps qui ne suit plus, là, tu sais. Et j'ai connu ces 15 jours-là dans les soins palliatifs, à un endroit extraordinaire. Et ça a été une préparation au décès, à la mort, au départ de papa. Tu étais très attachée à ton père? Absolument. C'est quand même lui qui m'a... du jour au lendemain, je ne m'appelais plus Lise Laplante, je me suis appelée Christine Lamère. C'est un peu lui, dans le fond, qui a été la bougie d'allumage de ma carrière. Est-ce que ça lui a fait un petit pincement au cœur, que tu t'appelles pas Laplante comme lui? On pouvait pas. Non, c'est ça. C'était impossible. D'ailleurs, il a été puni pour avoir engagé un membre de sa famille.
pauvre papa. Les aînés, pour moi, c'est tellement important. On les néglige tellement, en plus. Bien, il faudrait pas. Ouais. Il faudrait, tu sais, même si on n'a pas ce culte comme les Orientaux, de les avoir près de nous, dans nos maisons, de laisser... ils gardent une place importante aux aînés. Mais c'est ça, maintenant, les maisons multigénérationnelles ou bigénérationnelles, je pense qu'ils appellent ça. Maintenant, on peut avoir les grands-parents de nos enfants, donc nos parents avec nous. Oui. Je trouve que c'est un plus, ça. Oui, c'est vrai. Je trouve que souvent, on regarde ça comme étant, moi, je dirais, une façon d'avoir sa maison plus rapidement, mais en même temps, c'est un peu plate, là, mais c'est comme ça qu'on voit ça en ce moment. Mais la richesse que ces gens-là nous amènent tout en vivant avec nos enfants, en vivant dans notre environnement... On utilise mal, puis le terme n'est pas trop fort, on utilise mal nos aînés. Je m'explique, c'est que les aînés ont toute une vie derrière eux, en eux. Et pourquoi s'éteindrait-il du jour au lendemain? Moi, je trouve que les aînés, ceux qui sont encore en forme, alertent, puis de toute façon, c'est bon pour rester actifs et rester... devraient avoir plus de contact avec les jeunes. Et quand je parle des jeunes, c'est les enfants au primaire. Cette espèce de lien qu'on pourrait établir, qui peut s'établir, certaines écoles, peut-être qu'ils ont déjà cette approche. Il y en a. Mais je pense que les jeunes du primaire sont beaucoup plus réceptifs à ce que ces aînés pourraient leur apporter. C'est vrai. C'est vrai. Rendu au secondaire, là, c'est normal qu'on s'en fout. Oui, c'est ça. On veut réinventer le monde. On veut rien savoir d'eux. C'est ça. Eux n'ont rien fait. Oui, c'est ça. Tassez-vous, c'est moi maintenant. Oui, et ça on le comprend très bien. Et comme tu as grandi avec ta grand-mère dans ta maison, ben, donc toi, tu as eu la chance de connaître ça. Oui, c'est peut-être pour ça que ça. J'ai un grand respect. Et maintenant, je m'occupe de maman, qui a eu 87 ans. C'est jeune quand même. Mon père a 88. Je vais reprendre... Oui, 88. C'est ça. Et je vais reprendre ce qu'a déjà dit Janine Suto, qui a été un de mes professeurs de théâtre. Janine disait, bien, quand tu as, mettons, 80, 85 ans, quand tu te poses une question, tu as la réponse. Et j'adore C'est vrai que c'est une belle façon de décrire ça. J'adore ça. Parle-moi de la santé, ton autre sujet. La santé, si tu veux. Denis a été malade. Denis a failli mourir. Oui. Et c'était une période. Denis Bergeron, oui. On est mariés depuis... écoute, on va accrocher le 40 ans bientôt, mais Denis, pendant le Salon du Livre, était sur le billard et subissait la véritable opération à cœur ouvert. C'est-à-dire, quand on dit à cœur ouvert, c'est qu'on touche le cœur. On ouvre le sternum. Ah, tout à fait, mais je veux dire, c'est pas seulement... Les pontages, c'est pas à cœur ouvert. Non, ça, on touche pas au cœur. Ça, c'est la tuyauterie. Ah, bien là, on lui a changé la tuyauterie, on lui a changé la horte complètement. Et souvent, les décès, là, tu sais, là... subit les infarctus. Infarctus, mais tu sais, les gens ne se relèvent plus, là. Souvent, c'est la horte qui cède. Hein. Il a failli passer. Donc, quand on vit des départs comme celui de papa, j'en ai vécu d'autres aussi, hein? Louis de Cespedes. Bien sûr, c'est vrai. Qui est décédé il y a 1 an. Et tous ces gens des gens très près de toi, qui du jour au lendemain t'apprends qu'ils n'en ont pas pour longtemps. La santé, c'est tellement précieux. Alors, il faut en profiter. Il faut dire, je suis vivante, je me lève le matin, je suis en forme, même si j'ai des bobos, et puis arrête de te plaindre. Parle-moi de Denis, comment il est depuis? Il va très, très bien. Hein? Il était à l'Institut de cardiologie de Montréal, et il a été entre les mains d'un jeune chirurgien cardiaque. Un Top Gun, quoi. Top Gun. Tu sais, je remercie le ciel, je remercie le bon Dieu, parce que moi, j'ai la foi, sans être trop pratiquante, là, mais j'ai la foi, je remercie. On a un bon Dieu, il y a des anges qui nous entourent. C'est vrai. Et je me considère très chanceuse. L'autre sujet, c'est l'amour. Tu as été une grande amoureuse toute ta vie, toi. Bien, à l'écran, tu sais,
quand tu fais des scènes d'embrassage avec Louis de Cespedes, tu sais, c'est pas désagréable. Puis toutes les femmes t'enviaient, d'ailleurs, à cette époque. Oui, puis tu avais Jean Coutu dans le coin. Écoute, Jean Coutu, tu sais, quand tu penses, c'est le survenant. Oui. C'était le survenant. Tu l'avais, là. Et puis Jean qui disait, mais c'est trop long, c'est trop long. Nous, on avait du plaisir, Louis et moi, de faire ces scènes. On s'est retrouvés sous les draps dans l'ordre du temps. Il est devenu mon amant. Et d'ailleurs, Jean Coutu lui-même, quand on a terminé Marisol, tu sais, il jouait mon oncle, hein? Il jouait l'oncle de Marisol. Il avait dit, ben au plaisir de jouer ton grand-oncle. Et figure-toi qu'il est devenu mon amant dans l'ordre du temps, tu sais. Aïe, aïe, aïe. J'ai couché avec le survenant. T'as-tu marqué dans ton CV? Je ne l'ai pas marqué. Ben non. Tu l'as pas marqué. Puis avec Denis, 40 ans quand même. Mm-hmm. Avais-tu connu d'autres hommes avant, sûrement, un peu? Un peu, mais vraiment pas beaucoup, pas beaucoup. J'étais très, tu sais, la fille solitaire, tu sais, qui parle pas et qui finalement est sortie de sa coquille. C'est lui qui t'a aidé un peu aussi de ce côté-là? Oui, beaucoup, oui. beaucoup. Denis vient d'une famille... Les Bergerons, Henri Bergeron. Henri Bergeron, son père. Donc, il était habitué à cette reconnaissance du public, tu sais, cette façon d'aborder aussi les gens. Parce que quand on rencontre les gens pour la première fois, eux, ils nous connaissent. Nous, on les connaît pas. On les connaît pas. Alors, il faut vraiment... tu sais, s'adapter. Développer, oui, bien sûr, une façon de se présenter en public aussi. Oui, ça m'a beaucoup aidé, oui. La famille, tu n'en as pas eu une grosse famille, en fait. Non, j'en ai qu'une. Une belle Martine qui est... C'est une vieille âme. C'est une fille qui à l'âge de 3 ans, j'avais fait un petit accrochage en voiture, puis c'était le genre de Martine de dire « Vas-y, maman, pleure, ça va faire du bien ». Elle avait 3 ans. 3 ans. Elle était... C'est une fille qui et dès ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écoute ma fille. Elle avait des choses à t'apprendre. Mais oui. Parce que souvent, tu sais, on se dit, nous autres, on est plus vieux, puis on connaît tout, puis les enfants, tout ce qu'ils ont à dire, c'est pas vrai. Non, puis souvent, ils sont des canaux de d'autres choses aussi autour de nous. On a des messages à entendre aussi. Ils voient la vie d'une autre façon, tu sais. C'est pour ça que les jeunes de la maternelle, du primaire... Primaire avec les vieux, avec les plus aînés, devraient être plus en contact avec les aînés. Dernier de tes sujets, la langue. Tu parles du français en tant que tel, la façon dont on le parle. Ah là là, c'est triste. Je trouve ça triste. On veut faire un pays ici et on ne s'exprime pas. On abîme la langue. C'est un vieux débat là-dessus, ça fait... Oui, mais je pense que c'est notre colonne vertébrale. Oui. C'est la colonne vertébrale d'un pays, la langue. C'est vrai. La culture. Et si on... Puis quand je parle de la culture, c'est qu'on écarte ceux qui la font. Les piliers, comme ton père, comme combien de gens qui ont été là avant. On les oublie. Ils sont plus bons, on est dans la poubelle. Ouais. Et le public dit... On est jetable après usage. Donc, que sont-ils devenus? Oui, c'est ça. Sont-ils devenus? Comment se fait qu'on ne vous voit plus, vous ne voulez plus faire de télé? Exact. Là, tu fais, alors, non, si j'en fais plus, c'est parce qu'on ne me demande plus. Ouais. Mais, bon. On n'a pas de mémoire. On n'a pas la mémoire et on abîme notre langue. C'est vrai. J'écoute les jeunes parler. J'écoute certains journalistes qui l'écorchent, mais drôlement. Quand je dis ça, c'est ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est que ce « elle » qui surgit de nulle part? Qui surgit de nulle part, des mauvaises liaisons. Et, pour terminer, on confond les genres. C'est rendu que c'est un avion. C'est n'importe quoi. Oh, j'ai dit, moi, si je me lance en politique, moi, ça serait... Je serais ministre de la langue. La langue! Tu peux t'exprimer comme tu veux, parce que les jeunes ont de la misère à exprimer vraiment le fond de leur pensée. Mais là, ils sont rendus à 140 caractères sur Twitter. Moi, je trouve ça désolant. La langue, pour moi, c'est primordial. Ma chère Christine, je dis que l'être humain est la somme de ses expériences, mais aussi de ses réflexions. Ce moment, c'est du jus, s'il vous plaît.
C'est une expression qu'on dit souvent en télévision quand on sent que l'invité peut nous en donner encore plus. Tu m'en as déjà donné pas mal. Mais parlons donc de 3 moments cruciaux dans ta vie, puis ensuite 3 phrases, excuse-moi, qui te définissent. D'abord, ton arrivée derrière un Castelet à l'âge de 19 ans. Tu parles bien sûr du petit château de Oui, le l'émission Castelet, Bobinette. c'est l'espèce de paravent. Il était fait en bois qui cache le marionnettiste ou le manipulateur. Alors, c'était déterminant. C'était... tu sais, quand tu es petit puis que tu regardes tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à 4 heures, et que tu t'y retrouves. Moi, quand j'étais petite, je m'imaginais derrière le Castelet le monde de Bobinette, avec ses poires à eau, puis son poêle à gratter, puis sa poudre à éternuer, tout ça. Et j'y suis arrivée. Mais ça doit être décevant de se retrouver. J'ai été très déçue. Oui, parce que c'est du plywood avec des bouts de bois. Parce que t'arrives derrière ça, tu fais, bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un tabouret à roulettes, Ouais. et puis, assis-toi, enfile la marionnette, puis dis le texte. Mais ça a changé ma vie. Oui. Mais derrière, comment je te dirais, cette perte d'illusion de l'histoire de Bobinette, il y a aussi tous les gens qui se cachent derrière Télésinos. Ah oui, tous les personnages. Tous les personnages. Camério. Hein? Exactement. Alors, je peux faire parler Camério. Ben oui, bonjour Camério. Est-ce que tu me trouves belle, Camério? Il faut faire oui, tu vois, avec la caméra. Parce que Pascal, il n'a pas connu Bobino, tu vois. C'est ça, exactement. Alors, un jour, à la télévision en direct, Bobino s'adresse au tout-petit et il dit, Camério, est-ce que je devrais enlever mon chapeau? Et le caméraman se penche puis fait, oui. là. Il n'a pas compris. Alors que le caméraman était censé faire agiter C'est drôle. son gros œil. Justement, t'en as parlé, non d'une bobinette, t'en as parlé dans J'en ai déjà parlé, oui. À 50 ans, Annie Tonneau, qui est une éditrice, une amie éditrice, elle me talonnait là, depuis plusieurs années. Écris donc, j'ai rien à dire. Elle dit, ah oui, t'as rien à dire. Et j'ai écrit Nom d'une bobinette, 50 ans déjà. C'est quand même un livre... Ça fait 10 ans. Oui, c'est ça. Ben, oui, exactement. 260 quelques pages, 75 pages. Ça, c'était le premier des livres. Alors, ensuite, tome 2 arrivera quand j'aurai 80. Ensuite, tu écrit celui... De Papa Henri. Je l'appelais Henri Bergeron. Ah, oui. Mon beau-père, je l'appelais Papa Henri. Ça a été ton deuxième livre. Ça a été mon deuxième bouquin. Par un beau dimanche. Parce qu'il était l'animateur des Beaux Dimanches. C'était l'émission mythique de l'époque. Aujourd'hui, c'est Tout le monde en parle. Et à l'époque, les Beaux Dimanches, mais j'ai appris par ses sœurs qu'il était né un dimanche. En plus. Alors, par un beau dimanche, ça allait de soi. Puis, tu as commencé à écrire un livre. Est-ce que tu savais que tu allais le publier ou tu t'es mis à l'écriture? J'ai toujours écrit parce que j'ai participé à des collaborations dans les magazines, Les idées de ma maison. J'ai eu une chronique. C'est vrai. J'ai eu une chronique dans... La première chronique que j'ai eue, c'était dans le 7 jours. Ça s'appelait Le 7e sens. Je me suis amusée drôlement avec ça. Je te l'avais pas fait, Le 7e sens d'Éric Rémy? Non. Ah, désolée. Je ne l'ai pas vu. J'ai pas vécu ça. Il s'agissait de placer les sens par ordre de priorité. Ah, c'est bon, il y en a qui préféraient avoir la vue. D'autres, c'était l'ouïe. D'autres, c'était même le goûter. Il y en a qui... Alors, ils plaçaient les... Tu s'amusais. Et c'est là que ça t'a amené à ton roman, Cathérie, qui est ton plus récent roman, qui a un beau succès, franchement. Oui. Écoute, je pense que depuis longtemps, dans n'importe quoi, dans n'importe quel travail que je fais, je ne m'attends à rien. Je n'ai pas d'attente. Ah, c'est bon, ça. Si bien que quand tu n'as pas d'attente, tout est une surprise. Ah oui, des fois, c'est des mauvaises surprises. Oui, c'est OK. ça aussi. Mais tu sais, c'est normal. Oui. C'est normal qu'on ait des échecs. C'est par tes échecs que tu apprends la suite de ta vie. Oui. Mais j'avais déjà écrit un roman qui avait été refusé. Et t'absorbes le coup et tu te dis, pas grave. Et est venue cette idée de nouvelle collection recto verso qui, à l'époque, était chez les éditions La Semaine, propriété de M. Charon. Et Annie Tonneau, qui y était à cette époque-là, me dit, bon, on aurait besoin d'un roman d'amour. J'ai dit non. Comme un peu que j'avais fait le coup à papa. Avec Bobinette, ouais, c'est ça. Et finalement, elle me dit, tu sais,
Elle avait le tour, elle me connaît. Elle dit, t'as une belle plume, t'es capable, t'es capable. Envoie-moi un synopsis. Tu sais, ça a commencé comme ça. Envoie-moi un synopsis. Envoie-moi un chapitre. Envoie-moi... Alors, finalement, j'ai écrit. Je suis passée quand même par un comité de lecture. J'ai eu ma note. On annote les manuscrits. Et là, j'ai été un petit peu aussi comme happée par l'écriture, par la fiction. Puis surprise d'avoir ce talent-là aussi, sûrement. De le voir reconnaître par des gens qui sont quand même des spécialistes autour d'une table qui doivent choisir des livres, oui, ça, c'est vrai. flatteur, ça. Oui, mais je vais te dire une affaire. Dernièrement, au Salon du livre de Québec, j'ai fait la rencontre. Ça faisait longtemps que je l'avais vu, là, mais j'ai revu, je ne veux pas pleurer, Dany Laferrière. Alors, tu sais, quand même, Dany Laferrière, c'est pas le premier venu dans le domaine de l'écriture. C'était l'Académie française maintenant. Quand j'avais publié Nom d'une bobinette, puis Par un beau dimanche, Dany m'avait dit dans un salon du livre, « Mais là, Christine, il faut écrire un roman. » Et ça faisait pratiquement, disons, 8 ans qu'il m'avait dit ça. Il avait allumé quelque chose. Bien sûr. Peut-être inconsciemment, mais il avait comme il m'avait dit, ça voulait dire, t'es capable. T'es capable, Christine. Et j'ai revu mon Dany, maintenant membre de l'Académie française, qui a une si belle plume, qui s'exprime tellement bien. Et on est tombés dans les bras l'un de l'autre. Il m'a autographié son livre pour enfants. Et il m'a écrit, « Maintenant, Christine, tu as traversé le miroir et tu ne pourras jamais revenir du pays des merveilles. » C'est ça, c'est beau. C'est lui. C'est lui. Alors, je pense que c'est ça, parce qu'après Catherine, je me suis aperçue que je pouvais écrire une suite. Alors, Angélique va être le tome 2 d'une trilogie. Veux-tu des Kleenex? Avez-vous ça, des Kleenex, les gars? C'est rare. Écoute... Non, mais tu sais, c'est correct, c'est de la belle émotion. C'est très touchant. Bien sûr. Merci, Camério. C'est comme ça, la télé. Ouais, c'est ça. Si je te parle de ta rencontre avec Denis Bergeron, c'est aussi émouvant? Ah, mais en fait, c'est pas... Je dirais pas que c'est émouvant, c'est drôle. C'est le rire qui vous a rapprochés? C'est nos pères. Parce qu'Henri Bergeron travaillait avec papa à la télé de Radio-Canada. Papa réalisait l'heure du concert à l'époque. À l'époque. Et moi, l'innocente, quand j'ai rencontré pour la première fois Denis, j'ai dit « Ah, ben ton père a déjà travaillé avec mon père. » C'est tellement con de ma part. C'est parce que tu sais pas quoi dire quand tu rencontres les gens souvent. Eh bien, finalement, ben, ça fait... Tu vois, on s'est rencontrés en 73. Alors, ça fait quand même un bail. Il est bien différent de toi, Denis. Tout à fait, mais on a besoin de son opposé. C'est un gars qui est beaucoup plus réfléchi. Moi, je ne suis plus une spontanée. As-tu remarqué que j'étais spontanée? T'es plus pacadenaire. Oui. Même si j'essaie de ne pas être trop pressée. Donc, 40 ans déjà. Il n'y a pas eu de rupture dans ces 40 ans-là? Jamais. Yvon Deschamps... Avec Judy, j'ai reçu Judy, la semaine dernière. Puis en plus, on a travaillé ensemble à la télé, Les Anges du matin, pendant 7 ans. Alors, Yvon Deschamps avait dit, non, ça ne marchera pas, votre affaire. Ah, il t'avait dit ça? Bien oui, ça ne marchera pas, votre affaire. Vous êtes mariés. Parce que lui, il avait déjà essayé de travailler avec Judy à la télé, dans un truc, ça n'avait pas marché. Alors, il avait dit, non, blague, bien, il va falloir que, soit que vous sépariez, faites quelque chose. Ça a duré 7 ans. Finalement, ça vous a soudé ou, dans le fond, ça n'a rien changé? Ça n'a rien changé. Okay. Pourquoi ça a fonctionné? C'est qu'on avait un respect, et on l'a toujours. On l'avait sans doute avant. On avait un respect mutuel et une admiration. Le problème des couples aujourd'hui, je pense que c'est ça. On ne s'admire plus. Non, c'est vrai. Puis on est très oublie complètement. C'est une guerre de pouvoir aussi, très souvent. On oublie complètement ce que fait l'autre. C'est vrai. On est concentré que sur nos petites affaires. Oui, Alors, si on n'a pas d'admiration,
on n'a aucun encouragement. C'est vrai. L'autre moment qui a changé ta vie, naissance de ta fille Martine. Ah, mon Dieu. 30 et quelques années maintenant? Bien, elle va avoir 35 bientôt. C'était une naissance difficile. C'est pour ça que peut-être que ça m'a refroidi. Pour d'en avoir un autre. Oui, puis c'était aussi le fait que j'étais tellement occupée. Tu sais, Ouais. le boulot, là, tu sais, c'était mur à mur, là. Tu sais, c'était une époque folle. C'est ça. Et l'arrivée de Martine, ça a été... Je l'appelle d'ailleurs ma petite perle. C'est une petite perle, tu sais. C'est beau quand... C'est comme s'il manquait quelque chose à mon collier Oui. et que une perle suffisait. Justement, Elle est toute là, par exemple? Oui, c'est ça, exactement. Puis là, tu as rajouté de petites perles, Clara et Saul. Oui, parce que petites filles. Martine, il y a quelques années, ne voulait pas, il n'était pas question d'avoir d'enfants. Alors, je m'étais réglé ça, tu sais, j'avais dit, bon, je ne serai jamais on sera pas grand-mère, grands-parents, on ne c'est sera pas grands-parents. Puis, tu sais, quand je te disais tout à l'heure que j'ai pas d'attente, Oui. j'ai pas d'attente. Je n'avais pas. Et du jour au lendemain, Martine est tombée enceinte et elle a 2 belles petites filles. 2 belles popounes. Ça te fait quoi d'être mamie? Gaga. C'est Complètement drôle. gaga. Parce qu'avec Martine, les 4 premières années de sa vie, j'ai eu l'impression que je n'y étais pas, que j'en ai pas profité. C'est ça. Parce que je travaillais comme une travaillais dingue. trop. Alors là, Depuis c'est le trop. bonheur. C'est un cadeau, c'est une richesse que d'avoir ces 2 petites et d'en profiter. Les 3 citations, j'aime bien la première. Oui, moi aussi, je Dans l'aime. la vie, il faut s'en faire. Faut Non, pas s'en faut faire. pas s'en faire. Faut en faire. Bon, alors c'était Qui te disait Oui, ça? Ça, c'était mon grand-oncle Paul, Paul Labelle, qui disait, ma petite fille dans la vie... Puis il m'a dit ça tellement jeune, j'étais tellement petite. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Faut en faire. Faut en faire. Alors, quand on s'en fait, c'est négatif. Bien sûr, on fait rien, piétine. ça nous paralyse en plus. Ça nous paralyse, on piétine, on ne fait rien du tout. C'est ça. On n'est pas constructif. Mais quand on en fait, Oui, quand on est dans l'action. quand on a... tu sais, parce qu'on a des coups durs, j'en ai eu des coups durs, je vais en avoir encore. Bien sûr. Il ne faut pas se laisser abattre. Faut... tu sais? Derrière le volant, ôtez-vous! Ah, ça fait longtemps que T'es je une dis ça. impatiente derrière le volant? C'est pas que je suis impatiente, mais c'est une stimulation personnelle pour dire j'ai pas que ça à faire. J'aurais dû aussi dire ôtez-vous, j'ai pas que ça à faire. va. Je dis souvent Mais ça. t'es-tu moins impatiente quand même derrière le volant? Non. Réponse, c'est non. OK, correct. Et la dernière de tes 3 phrases, vivons le moment présent. Ben oui, ça Tout revient. le monde le dit, mais personne ne vit. Souvent, c'est ce que je m'aperçois. Beaucoup de gens disent ça. Puis, tu sais, ils se vrai. projettent soit dans le passé ou dans le futur. Là, oubliez ça, le passé, c'est fait, on peut rien C'est faire. ça. Le moment présent est important, puis oui, peut-être regarder un peu ce qui s'en vient, mais le moment présent. Christine, ce bloc s'appelle On presse le citron. Je pars je sais pas, d'une thématique, puis ensuite je développe vers des questions. Puis tu me dis ce qui se passe par la tête. On a 10 minutes. Vas-y, mon homme. C'est beau. J'ai choisi titre et romancier célèbre, étant donné que tu es toi-même une romancière. OK? Je ne sais pas si tu as lu tous ces livres-là, mais ils font partie des grands livres du 21e siècle. La montagne magique de Thomas Mann. Tu as toujours habité près des montagnes. Pourquoi? C'est une façon de regarder vers devant soi. C'est-à-dire? La montagne t'apporte une force, une solidité, puis en même temps le rêve. Puis là, tu as déménagé des Cantons de l'Est pour les Laurentides, c'est ça? Oui. Ça, c'est tout un changement, parce que toute votre vie, Denis et toi, vous étiez là-bas. Non. Ah non, j'ai toujours pensé que vous aviez habité Non. là-bas, dans les Cantons de l'Est. On a habité, oui, mais on a habité aussi à Montréal longtemps. En tout, 18 ans, si je calcule comme il faut. 10 ans dans les cantons de l'Est, et puis ça fait 10 ans bientôt dans les Laurentides. Plus modeste, j'imagine, les enfants. Enfin, ta fille est plus là, les petits viennent. Je suis du genre à délaisser l'inutile et d'aller au plus
je dirais pas au plus pressé, mais au plus... ce que tu as besoin dans la vie. Le plus simple, en fait. La simplicité, oui. On appelle ça la simplicité volontaire. Volontaire, oui. Mais moi, je ne m'accroche pas à aucune maison dans laquelle j'ai habité. Tu n'as pas de nostalgie? Non, du tout, du tout. Donc, tu n'as pas d'attente, pas de nostalgie? Non. C'est bon, ça. C'est rare que les gens sont comme ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'une montagne. Oui, c'est vrai. Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, qu'est-ce que l'on ne soupçonne pas de toi? Oui. Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas? Je pourrais pas savoir. Non. Je pourrais pas savoir. Il n'y a rien. Tu es tout ouvert. Je suis pas mal une fille, contrairement à ce que j'étais petite. Tu sais, je suis pas mal grand livre ouvert. J'ai encore des mystères. Il faut s'en garder aussi. J'en garde un peu, mais tu comprends que moi, tout passe dans les yeux. Il y a quelqu'un qui me connaît très bien, il va dire « Ah, t'es fatiguée, là. Ah, tu viens de plafonner. » Oui, c'est... je cache pas grand-chose, finalement. C'est vrai. OK. Paroles de Jacques Prévert. Est-ce que tes paroles dépassent souvent ta pensée? Quand j'étais plus jeune, oui. Et j'ai appris à rouler ma langue et à penser. Pense avant de dire quelque chose et avant de blesser quelqu'un. Je fais bien attention. Tu as le verbe acéré ou un peu moins maintenant? Oh, des fois, il y a des pointes, puis des fois, ça écorche. Avec Denis, est-ce que ça a été ce genre de... Vous avez jamais eu ce genre d'échange-là? Ah, écoute, avec Denis, je pense que j'ai épousé l'homme parfait. Ouais. Là, lui, c'est ceux qui diraient « j'ai épousé la femme parfaite ». On est fait l'un pour l'autre. C'est vraiment ça. On n'a jamais eu de grosses chicanes. Ça a été, à chaque fois, quand on s'est obstiné, c'était pour le ménage. Ah oui? Mon mari est un gars, c'est un frotteux. OK. Quand il décide d'être... Quand il passe à guenille? Quand il décide d'être monsieur net... OK. Moi aussi, je suis rangée et tout, mais il ne peut pas supporter une porte d'armoire ouverte. Alors, tu sais, il ne peut pas supporter un verre, une tasse qui traîne, tu sais. Ça devient excessif. Alors, on s'est toujours accroché un peu à cause du ménage. Puis pas pour l'éducation de votre fille. C'est bon, ça? Non. Autant n'emporte le vent, de Margaret Mitchell. Ouais. Pardonnes-tu facilement les peines qu'on t'a causées? Ah! La question est vraiment bonne. Je pense que oui. Je garde parfois des petites rancunes, et ces rancunes nous font vieillir prématurément. Ça nous rend amers, oui. Nous rendent amers. C'est pas nécessaire. Mais j'ai de la misère, des fois. C'est que tu pardonnes, mais tu n'oublies pas, c'est ça? Peut-être que je serais du genre, oui. J'oublie pas. Tu es une grosse filière. Et j'ai beaucoup de mémoire. Oui, c'est ça. Mais j'ai peu de mémoire pour des affaires qui sont pas importantes. Ouais. J'en ai oublié beaucoup. Puis même les importantes, des fois, on dit, bon, le temps passé, puis peut-être que cette personne... Ah non, parce que ça nous fait vieillir inutilement. Exactement. Pourquoi? Ouais. Pourquoi s'accrocher à des... Puis souvent, c'est assez... tu sais, c'est pas important. Non, c'est vrai. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, à quoi as-tu perdu trop de ton temps? J'ai jamais perdu mon temps. Tu l'as toujours bien... Non, j'ai jamais perdu mon temps. Non, parce que quand je m'installe devant la télé pour regarder une série comme Breaking Bad, Homeland, tu sais, en rafale, ouais. je me nourris, parce que c'est notre métier. C'est vrai. Je me nourris. Quand je m'installe et je lis un livre, je me nourris. C'est pas une perte de temps. Donc, est-ce que tu fais de la procrastination des fois? Ça t'arrive-tu? Rarement. Rarement. Non, ça, j'avoue que... Je suis une fille active. Ouais, tu sais, je pourrais pas... Et d'ailleurs, ôtez-vous, là, tu sais, ça revient à ôtez-vous, j'ai pas que ça à faire. Oui, c'est ça. J'ai pas que ça à faire. Et ça remonte il y a longtemps. Et Louis de Cespedes, quand on était sur les plateaux, disait toujours ben, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. J'ai des petites cailles sur le feu. Ah, tu sais, Il disait à la blague. à la blague, mais ça voulait dire, tu sais, vivons le moment présent. Ah ouais, fais la scène, là. Ah ouais, go. 100 puis après ça, tu sais. As-tu donné un coup quand il est mort, Louis? Ah oui. Oui, je l'ai vu. Je suis allée le voir. Il souffrait d'une paralysie
paralysie, un peu le Parkinson interne, là, tu sais, la paralysie qui fait qu'on n'a pas la tremblote, là, mais qui paralyse tout l'intérieur. C'était terrible. Parce que c'était un gars qui, oui, on ne voyait plus à l'écran, mais dont on entendait la voix. Oui, il faisait parce beaucoup de qu'il doublage. faisait le doublage. Absolument. Il doublait Al Pacino. C'était Oui, c'est ça. hallucinant. Mais il s'est retiré très rapidement. Il n'a pas voulu... Mais c'était un gars timide. Ouais, hein. c'est C'était un ça, gars quand il a terminé l'heure du temps, puis il a fait une autre apparition après, c'était pas son affaire, c'était pas sa tasse de thé. Il était extraordinaire sur un plateau de doublage. Puis il est mort à 65 ans. Mon Dieu. Sur la route de Jack Kerouac. Si l'on faisait un Ah, bulletin... c'est bon, Jack! Oui. Si l'on faisait un bulletin de circulation de ton chemin de vie, ça ressemblerait à quoi? Ôtez-vous! C'est pas que ça va faire! Ça revient à ça encore. Toujours. Pourquoi le temps est si important pour toi, Christine? Bien, parce que, tu sais, il faut vivre le moment présent à fond, pas perdre de temps. As-tu une urgence de vie? Oui, oui, de l'urgence. Tout à fait. Qui J'ai est, de qui est l'urgence. provoquée par... Bien, parce que, tu sais, quand tu regardes que tout le monde qui tombe Ouais. comme sur un champ de bataille autour vrai. de toi, puis il y a des âges, tu sais, comme Ouais. Guy à 54 ans, l'autre à 65, et peu importe l'âge, quand on meurt, tu sais, tu te dis pourquoi? Pourquoi? L'urgence de vivre. 1984 de George Orwell. Orwell, oui. À la fin de Marisol, comment tu t'es sentie en 1984? Très bien. Tu vivais bien cette Très fin-là? bien. Je me suis sentie très, très... j'en ai d'ailleurs perdu la voix, je suis tombée malade quand Jackie est décédé. OK. Tu Ça- parles de Jackie Levy, ton Oui, personnage. dans l'heure du Ouais, temps. dans l'heure du temps. Ça, j'ai trouvé ça plus pénible. Ah oui. 100 ans de solitude. À quel moment de ta vie t'es-tu sentie la plus seule? Ça, c'est, excuse-moi, Gabriel Garcia Marquez, juste pour le mentionner. As-tu un moment où tu t'es sentie seule? La question est vraiment bonne. Hein? Sentir seule. Je pense que c'était l'époque où j'étais seule avec mon piano. Tu vois, j'avais quand même mon piano. Tu sais. Oui. Mais t'étais seule quand même. C'est une grande solitude. Oui, c'est ça. La vrille de la vigne de Colette. L'attachement est une prison pour les uns et une sécurité pour les autres. Toi, ça a été quoi? Je ne pense pas que ça n'a jamais été une prison. S'attacher à... Tu sais, tantôt, quand je te dis je ne m'attachais pas aux choses, là, je m'attachais aux gens. C'était, je pense, comme je les ai prises comme des bouées de sauvetage. C'est beaucoup, ça. Le silence de la mer. As-tu peur de tomber dans l'oubli? Non. Non. T'es seule? Parce que même si je suis oubliée, je vais quand même avoir le courage de dire « ôtez-vous, j'ai pas que ça à faire ». Dans les choses qui t'animent, ben, il y a le roman Cateri. Oui. Cateri ou Cateri. Cateri. Oui, je me suis inspirée de la sainte Cateri Tekakwitha. Oui, ben oui. Qui a été canonisé il n'y a pas longtemps, non? Sanctifiée! Sanctifiée, OK. Sanctifiée! Sanctifiée, oui. C'est formidable. Absolument. D'ailleurs, elle a fait encore des miracles, et c'est un des derniers miracles jusqu'à présent qui a fait qu'elle est devenue sainte. Elle a guéri un petit garçon atteint de la bactérie mangeuse de chair. Et ta Cateri, Elle n'est pas sainte du tout. elle n'est pas sainte du tout, de ce que, non, de ce que elle j'ai est pas pu lire. reposante. Elle n'est pas reposante. Oui. Pour un premier tome, je me suis dit, je vais écrire sur quelque chose que je connais. Alors, ma Cateri est comédienne. Oui, c'est vrai. une actrice. Elle est très jolie. Elle est jolie, elle est fonceuse. C'est sûr que tu lui donnes un peu de ta couleur, hein, de C'est ce vrai. que tu es toi-même. C'est le genre à dire « ôtez-vous Ouais. J'ai pas que ça à faire. » Mais c'est sûr que j'ai dramatisé, bien sûr, sa vie. Mais tu C'est- t'es inspiré quand même de la tienne un peu. Un petit peu, de ce que j'ai vu autour de C'est moi, ça. tu sais, dans Alors, cette ça fonctionne. quarantaine d'années de métier. Ça fonctionne très bien. En Très, tout très bien. cas, je suis très, très contente et puis je suis en écriture, puis je poursuis avec Angélique. Un autre personnage féminin. Oui, bien, c'est difficile d'écrire, tu sais... Une femme pour un homme, oui. OK. J'ai des personnages masculins là-dedans.
D'ailleurs, les lecteurs, les lectrices m'ont dit on est beaucoup attachés à Claude, le mari de Catherine. On est beaucoup attachés à lui. On est attachés à elle, mais beaucoup à Claude. Alors, ça me donne un petit velours parce que j'ai réussi à... Ouais, tu pourrais peut-être éventuellement raconter l'histoire de Claude. Non? OK. L'écriture du prochain roman, on l'a dit, c'est Angélique. Ça va être à l'automne? Oui, parution à l'automne. T'es rendu où? Est-ce qu'il est terminé d'écrire? Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais quand on se fixe une date de tombée, c'est beaucoup mieux parce que c'est stimulant. Ça te pousse un peu. Ça pousse, oui. Troisième série de représentation, Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, en janvier 2015. Depuis que je ne suis plus à la télé, sauf que j'ai le plaisir à dire est à la télé, mais en reprise. Ouais. Alors, quand Surprise 2. C'est ça. Et aux enfants de la télé, écoute, les enfants de la télé, heureusement que je l'ai fait, mais c'était particulièrement avec Bobinette. Mais j'ai été plus souvent aux enfants de la télé en reprise, dans les extraits, surtout des Anges du matin. C'est un bonheur pour moi et une grande chance de jouer au théâtre depuis plusieurs années. Tu en as joué des J'en ai fait. Et avec la Comédie humaine, c'est une troupe professionnelle. Alors, on joue partout. Principalement pour les étudiants du secondaire. Des pièces extraordinaires, montées, mises en scène par Michel Deslauriers. C'est du bonbon, c'est... Il y a entre autres Jean l'Italien dans la distribution. Dans Les 10 petits nègres, écoute, il y a mon beau Yves Corbeil. Oui. Je dis mon beau parce que Yves Corbeil et moi, on est les doyens de la troupe. La distribution. De la troupe. Il y a Denis Paris aussi, j'ai vu. Il y a Denis Paris, il y a Jean l'Italien, il y a Jacques Barry, la belle petite Stéphanie Crête-Blais, qui a été la dernière Virginie. C'est vrai. La belle petite blonde. Il y a Ingrid Falaise aussi. Ingrid Falaise, Ariel Ifergan. Alors ça, c'est janvier 2015. Ça, on reprend pour la troisième reprise, Les 10 petits nègres. Malheureusement, je ne pense pas qu'on fasse grand public. Ce serait... Okay. C'est dommage. Hein? C'est plus en circuit. On l'a joué, c'est parce qu'on l'a joué tout un été à l'Assomption. On l'avait joué en théâtre d'été. Et puis, avant de continuer plus loin, je vais dire à nos téléspectateurs que si vous avez des commentaires ou des informations, vous pouvez nous joindre de différentes façons ici à l'émission. D'abord, il y a la page Facebook, on n'est pas pressé. Puis aussi, vous pouvez nous écrire des courriels à info@tvrl.ca. Ça nous fera plaisir de vous lire. Je termine à chacune de mes émissions avec une citation que je fouille. Je pars d'un mot. Le mot que j'ai trouvé pour toi, c'était chance. Est-ce que c'est un bon mot pour te définir? Excellent. Oui, hein? Excellent, oui. Et la citation que j'ai choisie pour toi est celle de Hector Berlioz, le grand compositeur et alors, chef ça rejoint un petit peu le fond de musicienne en toi. Et il a dit un jour, la chance d'avoir du talent ne suffit pas. Il faut encore le talent d'avoir la chance. Entièrement d'accord. Jean Dalmain disait, dans ce métier, il faut avoir la santé. Oui. Du culot en titi, oui. De la chance pour décrocher les rôles et le talent vient à la toute fin. Qu'est-ce que je te souhaite? Le meilleur. Est-ce que tu l'as? Je vais le faire. Ôtez-vous de là. Je vais me le faire. Je vais le faire, mon meilleur. Christine, ça m'a fait plaisir. Ah, quel bonheur, Éric. C'est un beau bonheur, hein? Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour d'autres émissions dont on n'est pas pressé. Merci, Christine. Merci.